Bienvenue, Bonjour. bonjour à toutes et à tous. Alors, on va laisser le temps à chacun de nous rejoindre. Bienvenue. Alors, je vous propose, avant de commencer, de rappeler, enfin, en tout cas, bienvenue, je vais quand même m'introduire, à ce speed networking intitulé Une rencontre, un métier, un projet learning, donc by TKL Consulting, qui est la filiale First Group. Euh, et avant de commencer ce format nouveau qui sort un peu de nos webinaires qu'on organise tous les mardis, hein, qui implique vraiment une rencontre en toute spontanéité, je vais juste faire un petit rappel de quelques règles, voilà, pour éviter les problèmes de bande passante qu'on connaît ces derniers temps. N'hésitez pas à couper vos micros. Vous pouvez aussi les rouvrir quand vous souhaitez poser une question ou intervenir suite aux présentations de nos consultants, écrire vos questions dans le chat et puis bien évidemment on tentera d'y répondre un maximum tout au long de ce speed networking. Amélie, je ne sais pas s'il y a de nouveaux connectés. Pas pour l'instant. Je propose de peut-être lancer et puis présenter plus globalement ce format-là. Oui. Alors, merci à toutes et à tous de vous être connectés sur ce format qui est nouveau, un peu différenciant, comme j'expliquais, de nos webinaires qu'on organise tous les mardis, qui sont vraiment sur des sujets variés, qui introduisent des formations, nos enquêtes, les pratiques et stratégies. Là, on fait vraiment un focus sur une rencontre, comme vous pouvez la voir en fait en face-to-face, une rencontre en toute spontanéité. L'idée, c'est d'échanger, de découvrir le monde et de rencontrer un maximum de nos consultants sur un laps de temps et découvrir donc leur expérience, leurs compétences et un de leurs derniers projets. Et aussi, parenthèse, c'est aussi de connaître un peu plus leur environnement qu'on ne connaît pas assez, leur quotidien en mode régie. Et je vous propose donc aujourd'hui d'écouter Alexia, Christophe, Emmanuel et Marion. Et avant de commencer, j'introduis donc Amélie de Villeneuve qui est leur manager et qui pourra vous introduire ces séquences afin de partager une vision des différents métiers. Parce que comme vous avez pu le voir là sur les slides, il y a différents thématiques, enfin, pédagogie, pilote de projet, production digitale. Vous l'aurez compris, ils sont tous baignés dans l'univers de la formation avec chacun leur je vais y arriver, 1, 2, 3, leur spécificité et donc qui se complètent très bien chez TKL Consulting. Amélie, je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les 4 consultants présents aujourd'hui et qui se prêtent au jeu de la rencontre virtuelle sont multi-compétents, ont plusieurs casquettes et puis ils ont choisi de présenter une de leurs casquettes aujourd'hui, celle qui est la principale pour eux. Mais ils ont tous en commun chez TKL la compétence de l'ingénierie pédagogique et ensuite ils ont, de par leur expérience et leur formation et leurs compétences, une spécificité. Alors évidemment, ce type d'entretien, normalement, comme disait Elodie, on le fait en one-to-one quand vous avez un projet ou que vous souhaitez rencontrer un consultant pour l'intégrer dans une mission. Mais le confinement nous a permis d'envisager cette nouvelle version à la fois de speed networking, c'est-à-dire que vous puissiez rencontrer plusieurs consultants dans un même laps de temps, et puis le distanciel. Donc comme c'est plus concentré, évidemment, ils vont chacun avoir un petit quart d'heure d'échange avec vous. On leur a demandé de choisir un projet qu'ils vont évoquer. Qui met en avant une compétence particulière de leur profil. Et donc, je voulais introduire, Elodie a mis Larousse du learning, effectivement. Vous le savez, vous évoluez dans ce monde-là, ces métiers ont énormément changé, évolué, des nouveaux métiers sont arrivés. Voilà, je me rappelle encore qu'il y a quelques années, on ne parlait pas d'ingénieur pédagogique, hein, puisque c'est le formateur qui faisait l'ingénierie pédagogique. Donc, on a beaucoup de débats avec nos clients sur les terminologies, et pas qu'avec nos clients d'ailleurs, avec les consultants, les experts, etc.,
etc. Donc, je me proposais de vous faire un petit rapide aperçu de nous, comment on évoque ces différents métiers ou ces différentes compétences, mais je suis ouverte à la discussion là-dessus. Au contraire, c'est vraiment très intéressant ce qui se passe sur l'évolution de la terminologie dans les métiers du learning. Donc, voilà, effectivement, je vous redis, comme Élodie l'a dit, n'hésitez pas du tout à participer, à poser vos questions directement ou à lever la main, parce que maintenant, on a cette petite fonctionnalité sur Teams. On sera ravis d'échanger directement avec vous. Donc voilà, je voulais évoquer quelques intitulés. Tu peux les mettre tous, Élodie, hein, parce que l'idée, c'est de voir justement la différence. Nous, dans notre terminologie de consultant, mais aussi de l'ensemble de nos métiers learning, on va avoir le chef de projet formation, l'ingénieur pédagogique, le concepteur pédagogique, le producteur intégrateur digital learning et le learning manager. Il y en a plein d'autres, évidemment, parce qu'il y a aussi des nouveaux métiers comme le data analyst, le responsable marketing de l'offre, etc. Mais on va dire que c'est autour de ces sujets-là que gravitent les métiers du learning aujourd'hui, et surtout dans le monde du consulting. Je voulais juste rappeler que pour nous, le chef de projet formation, c'est un intitulé, un métier qui est très large. Ça peut être responsable de la conception d'un projet de A à Z, d'un dispositif de formation, mais ça peut être aussi être de piloter globalement un projet stratégique pour un de nos clients ou pour une entreprise, digitaliser une offre, déploiement d'un LMS, accompagner un changement, etc. Et puis, on a souvent ce débat entre chef de projet formation, digital learning manager. Bon, évidemment, c'est la prépondérance du digital qui fait qu'on dit digital learning manager aujourd'hui, mais pour nous, c'est plus restreint que chef de projet formation qui s'occupe de tous les types de formats de formation. L'ingénieur pédagogique, quant à lui, c'est donc pour nous la compétence cœur de métier de nos consultants, puisque c'est celui qui met en processus pédagogique tous les messages et les contenus, que ce soit de l'information, du savoir-faire, du savoir-être, et qui est en capacité d'identifier des objectifs pédagogiques et de construire le déroulé, quel qu'il soit, sans avoir forcément de format décidé. Le concepteur pédagogique, c'est celui on utilise plutôt ce terme pour l'écriture multimédia au service du digital learning. Donc, on peut dire qu'il y a des ingénieurs concepteurs ou des concepteurs intégrateurs, puisque souvent, celui qui est en capacité d'écrire, de faire cette écriture multimédia, de produire un storyboard, il est aussi en capacité de le médiatiser sur un outil auteur, donc ce qu'on appelle le producteur intégrateur digital learning. Et il est cet intégrateur digital learning, généralement, voilà, il est en capacité évidemment de faire le recettage, le déploiement sur le LMS et d'utiliser plusieurs formats, plusieurs outils différents pour créer les capsules digitales, des MOOC, des motion design, des vidéos, etc. Et puis le learning manager, alors ça c'est plutôt version RH, mais on travaille beaucoup aussi avec des services RH qui ont besoin de compétences, d'expertise et de main forte sur la construction du plan de développement de compétences, le développement d'une offre de formation et la gestion des budgets afférents, des prestataires, etc. Donc ça, c'est plutôt la partie responsable formation finalement, plutôt que la partie conception, voilà. Donc j'ai pris un petit peu de temps, mais je trouve que c'est intéressant parce que vous allez voir, les consultants utilisent aussi ces mots de différentes manières. Et voilà, si vous avez des commentaires par rapport à ça, ou si vous utilisez ces termes différemment, ou si vous en avez d'autres, on serait ravis d'échanger avec vous là-dessus, parce que c'est pas évident de s'y retrouver aujourd'hui quand justement on discute sur un projet ou une mission, les compétences qu'il faut mettre en face. Voilà. Merci Amélie pour ce détail. C'est important quand même d'avoir cette vision globale. Et pour rentrer justement plus dans le concret des métiers de chacun, je vous propose dans un premier temps d'écouter Alexia, donc et découvrir aussi son métier, consultante en conception pédagogique. Alexia. Oui, bonjour à tous. Merci Élodie et Amélie pour cette introduction. Alors effectivement, moi j'interviens sur des missions d'ingénierie pédagogique, de conception pédagogique et aussi d'intégration de contenu qui découle de tout ce travail en amont. Donc mon objectif est vraiment de concevoir avec vous des formations digital learning afin de former et d'accompagner vos apprenants dans la montée en compétences.
Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus mon métier. Donc, ayant la double compétence d'ingénierie pédagogique et de conception, que je tiens vraiment à distinguer, parce que ce sont vraiment des compétences qui se complètent mais qui sont différentes. Donc, l'ingénierie pédagogique est vraiment une phase à effectuer en amont qui donnera du sens à la conception. Donc, elle permet vraiment de structurer, de regrouper les contenus que vous souhaitez transmettre à vos apprenants et effectuer un découpage si besoin pour avoir des formations vraiment courtes mais efficaces. Donc, une fois cette phase d'ingénierie pédagogique effectuée, on peut passer donc à la conception pédagogique. Donc, toute cette phase de modélisation, d'utilisation de différents médias, multimédias, pour transmettre l'information, l'animer et vraiment rendre les contenus accessibles, intelligibles et attractifs. Oui, et parenthèse, est-ce que tu aurais une devise, une citation qui t'inspire dans ton quotidien et surtout aussi dans ton métier? Alors, la phrase qui colle à mon activité, à mon sens, c'est vraiment cette phrase, donc il vaut mieux prendre des risques que de ne risquer de ne pas en prendre. Donc, j'aime bien cette phrase, tout simplement parce qu'elle donne la possibilité de bousculer les codes, de proposer de nouvelles perspectives pour faire évoluer les projets. Mais vraiment, il faut prendre des risques réfléchis et mesurés en restant en adéquation avec les projets de l'entreprise. Alors pour moi, le métier de concepteur pédagogique et d'ingénieur pédagogique est un métier qui nécessite de l'autonomie et une capacité à travailler en équipe. Donc ça peut paraître paradoxal, mais il faut vraiment comprendre le sens. En étant autonome, on peut vraiment travailler très bien en équipe et cela permettra vraiment de faire évoluer les projets dans le bon sens. Donc nous avons vraiment une compréhension et une interprétation différente des contenus. Donc il est important d'échanger avec les responsables formation, les responsables pédagogiques ou ingénieurs pédagogiques présents dans les locaux, donc ils font vraiment partie de cette équipe formation dont on est vraiment un renfort, un appui, un conseil pour faire évoluer les formations. Donc, pour faire suite un petit peu à cette présentation de mon métier, je vais vous parler de ma dernière mission chez un distributeur de biens de consommation, donc où il s'agissait vraiment d'une mission de conception pédagogique. Donc, en ayant intégré l'équipe présente sur place, qui était principalement composée de personnes chargées de formation présentielle, il était un petit peu plus difficile de faire en sorte que le e-learning prenne vraiment sa place. Il fallait les accompagner justement dans cette démarche. Il y avait certaines compétences qui manquaient un petit peu, donc il fallait passer par cette phase de sensibilisation et cette explication que la conception et la production de formation e-learning et présentielle sont vraiment deux choses différentes. Donc initialement, la mission était basée sur la refonte d'une dizaine de formations produits, donc effectuées en 4 mois. Donc la cible était les conseillers de vente des magasins présents en France, qui représentent plus de 20 000 collaborateurs. Donc l'objectif était d'actualiser les formations, de réduire les temps passés en formation et d'accompagner la montée en compétences des conseillers de vente pour au final augmenter les ventes en magasin. Donc l'approche a été vraiment d'effectuer ce découpage des anciennes formations qui étaient très très longues. Pour moi, une formation vraiment ne doit pas dépasser les 15 minutes. 20 minutes grand maximum, sinon les apprenants sont vraiment perdus. De plus, les modules étaient créés il y a 5 ou 6 ans, donc au niveau des données et de la navigation, c'était vraiment très obsolète. Pas forcément très engageant non plus, au vu de leur durée et des contenus qui étaient parfois très techniques. Donc pour parler... Oui.
Oui, pardon, je pensais, voilà, peut-être concrètement, qu'est-ce que tu as pu mettre en place, notamment enfin, sur ce projet-là? Alors, pour mettre en place certains process, déjà, il fallait éviter de identifier les risques, donc qui étaient vraiment de rentrer trop dans le détail et de continuer à faire des formations trop longues. Donc, les solutions qui ont été apportées sont les suivantes. Donc, la création de gammes produits, vraiment une gamme qui permettait de parler de différents univers, mais en ayant une charte vraiment qui était commune, avec une rédaction commune, pour gagner du temps aussi dans la conception. Ensuite, il a fallu vraiment sensibiliser les commanditaires au process de conception, avec des briefs réguliers, le sens du découpage, le storyboarding, pour vraiment passer ensuite à toute cette phase d'intégration des contenus. Donc ma collègue Emmanuelle vous présentera un petit peu plus cette rédaction de charte commune qui a été vraiment le fil conducteur de sa mission. Donc pour ma part, nous avons vraiment mis en place cette rédaction commune avec les personnes en poste chez le client. L'utilisation de Storyline pour ce travail collaboratif était très important. Un logiciel qui est plutôt facile à prendre en main et qui, de par ses fonctionnalités, permet vraiment de collaborer avec les personnes en poste chez le client. Donc le découpage dont je vous parlais précédemment permettait de rendre beaucoup plus courts les modules avec des fiches mémo qui étaient téléchargeables pour que les conseillers de vente puissent avoir accès rapidement et efficacement au contenu qui était délivré dans ces modules de 15 minutes. Donc pour résumer, de ces 10 formations, il en a découlé 31 modules, donc 31 formations de 15 minutes. Donc la gamme a vraiment évolué avec des contenus qui allaient vraiment aux éléments importants pour qu'un conseiller de vente puisse vraiment travailler avec aisance et surtout bien conseiller les clients. Peut-être déjà, vous avez des questions à poser à Alexia, les uns les autres? Sur son métier, sur peut-être le projet en tant que tel? Je ne sais pas si les personnes présentes ont l'habitude de faire de la conception. Oui, Alexandre Bibiano, Oui. donc ingénieur pédagogique et concepteur aussi. Merci pour la présentation. Comment a été solutionné le problème de longueur des contenus? Est-ce que c'est un découpage, c'est-à-dire au final on garde la même quantité d'informations simplement avec une granularité plus fine, ou est-ce qu'il y a eu un retravail lui-même pour le simplifier et ne pas rentrer dans le détail, autant dans le détail? Alors, il y a effectivement eu un travail sur la granularité, pardon. Alors, nous avons retravaillé les contenus pour conserver l'essentiel et moins rentrer dans le détail, sachant qu'après, parallèlement à ça, on a développé toute une gamme de modules marques qui étaient spécifiques aux marques qui étaient vendues justement en magasin. Et ces modules-là, que nous avons pris en charge également, parlait vraiment de l'aspect technique des produits. Donc ça permettait aussi de faire des liens avec les différentes marques, de rentrer plus dans les détails et de nous se concentrer vraiment sur cet aspect conseiller de vente, aider le client dans sa démarche. Donc vraiment, il y a eu un découpage et dans les contenus propres et au niveau de la granularité aussi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, merci Alexia. Peut-être que vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à rouvrir vos micros. Ou je vous propose donc d'écouter désormais Christophe, qui là, on fera plus un focus, donc est consultant en gestion des projets pédagogiques et notamment avec une expertise en data analytics. Christophe, je te laisse la parole. Merci beaucoup.
Est-ce que vous me voyez bien? Donc bonjour à tous, je m'appelle Christophe, donc je travaille chez TKL en tant que consultant en gestion de projets pédagogiques. Moi je viens du monde des médias, de la data stratégie et de la mesure de l'efficacité publicitaire. Donc j'ai mené de nombreux projets digitaux de transformation digitale dans ce domaine de la publicité et des dispositifs de formation donc, pour accompagner le changement de cette transition digitale. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai mené des projets de cadrage, de définition des KPI, d'expression de besoins, d'outils, de déploiement d'outils, d'intégration d'outils, d'analyse et de mise en place d'outils de BI pour la prise de décision. Alors, s'il y a une phrase que j'aime bien, c'est ce qui se mesure s'améliore. Ça ne va pas vous étonner. Ça, ce qui se mesure, alors du coup, c'est bien, c'est un peu facile à dire comme ça. Effectivement, il y a des vrais enjeux aujourd'hui sur la mesure, parce qu'il faut déjà que la donnée soit accessible, il faut pouvoir la collecter pour pouvoir en faire quelque chose. Et donc, aujourd'hui, la data dans la formation, c'est un sujet qui devient très important. Et moi, en fait, c'est des sujets qui me passionnent. Donc, comme l'a dit Elodie tout à l'heure, l'évaluation de la formation, les learning analytics, l'analyse des parcours, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Alors, par rapport à mon travail de gestionnaire de projet, en fait, ce qui me plaît vraiment beaucoup dans ce travail, c'est d'être vraiment au cœur du projet, d'être vraiment le chef d'orchestre du projet, de travailler avec toutes les parties prenantes sur des sujets très divers. Donc, effectivement, c'est d'être la courroie de distribution qui m'intéresse, d'être le facilitateur, d'être au cœur et de découvrir plein de nouveaux métiers, plein de nouveaux sujets. Et c'est ça que je trouve vraiment très enrichissant dans ce travail. Et du coup, pour appuyer ça, quel projet tu souhaiterais nous partager aujourd'hui? Alors, je vais vous partager un projet. Donc, Alexia vous a parlé d'un projet en digital, de projet en digital. Moi, je vais vous parler d'un projet en présentiel, en just-in-time, pour vraiment illustrer la gestion de projet de ce type de projet où il y a des fortes contraintes au niveau du contenu. Alors, le projet, c'est que pour un constructeur de pneus, en fait, c'était mettre en place un dispositif de formation afin d'acculturer les équipes marketing, communication digitale, donc les acculturer sur la mise en place de la nouvelle stratégie data-driven de l'entreprise. Donc, ça s'adressait à une population d'Europe du Sud et d'Europe du Nord. Et donc, c'était des directeurs marketing, directeurs de la communication, chargés de communication, chefs de projets digitaux, membres de l'ASI. Donc, en fait, vous voyez toutes les personnes qui étaient impliquées dans ce projet. Et dans ce dispositif, quelle a été la plus-value de la gestion de projet? Alors, la plus-value essentielle, c'était vraiment la gestion des contraintes. Mais alors, avant de vous en dire plus, je voudrais dire 2 mots sur le dispositif. Donc, en fait, c'était un dispositif qui était composé de 6 modules présentiels, à raison de 1 par mois, en 4 langues pour 9 pays, avec un coaching entre les séances pour assurer la mise en place effective de la stratégie. Et en fait, la plus grosse contrainte, c'était vraiment de pouvoir composer avec en fait la non-disponibilité, je voudrais dire, du contenu, parce que en fait, la stratégie data-driven en elle-même, elle n'était pas encore terminée. En fait, elle n'était pas gravée dans le marbre. Il y avait encore des ajustements, il y avait des choses qui étaient en cours de définition. Donc, effectivement, il a fallu gérer en fait cette disponibilité au compte-goutte du contenu. Donc, toujours être en adaptation, en fait, de faire des allers-retours sur les objectifs. En fait, voilà, c'était complètement itératif. Donc, c'était intéressant, c'était très challengeant, puisqu'il a fallu trouver des solutions. Mais c'est le fait qu'on doit avoir une formation très personnalisée et au fil de l'eau, il fallait qu'on fasse du présentiel. Il était impossible d'envisager, en fait, de faire des capsules digitales, parce que dans le digital, il faut connaître tous les questionnements des apprenants en amont,
avoir tout le contenu en amont, alors que là, c'était effectivement pas le cas. Donc la réaction proposée, ce qui était intéressant, c'est de proposer la co-construction de la roadmap de la stratégie data-driven aux apprenants en séance. Donc avec deux piliers, en fait. D'une part, il y avait la stratégie, l'orchestration de la stratégie data-driven, donc les campagnes publicitaires qu'on met en place, l'orchestration entre elles, dans le calendrier, comment on met en place tout ça, et le pendant organisationnel. Qu'est-ce que ça change au niveau de l'organisation? Qu'est-ce que ça change en termes de mode de collaboration, de gestion de projet, de réunion? On est allé jusque-là, vraiment, parce qu'il fallait que ce soit concret. Et quelle réunion, avec qui, pour décider de quoi? Et en cela, en fait, j'ai souhaité que dès le départ, les managers soient vraiment partie prenante du projet en tant qu'apprenants, pour qu'en séance, les managers et leurs collaborateurs puissent discuter des sujets, se mettre d'accord sur la marche à suivre et l'application de la stratégie. Donc, en fait, ils l'ont vraiment co-construite de bout en bout. Et du coup, effectivement, je vous parlais tout à l'heure de la disponibilité du contenu. Donc, effectivement, il y a eu toute une gestion des aléas par rapport à ça. Le fait qu'on n'ait pas toujours tout le contenu, qu'on avait en fait juste à temps. Donc, effectivement, ça demandait une gestion de projet un petit peu particulière. Par rapport à la gestion de projet, j'ai 5 points que je voudrais vous partager. Donc, c'est 5 points que je trouve essentiels vraiment quand on gère un projet, qui me paraissent vraiment importants. Donc, le premier, c'est de tenir les objectifs. Alors, dans un projet comme celui-ci, effectivement, c'est important de toujours tenir les objectifs. Bon, c'est le rôle d'un chef de projet, mais vraiment de revenir sur les objectifs pédagogiques et les objectifs de l'entreprise. Parce que forcément, quand on a le contenu au compte-gouttes, on est tenté de rajouter du contenu. Ou donc, effectivement, il faut revenir dessus en se disant, bon, ben voilà, on avait décidé d'une trame. Il ne faut pas qu'on dérive de trop, parce que sinon, on va pas pouvoir délivrer, en fait. Le deuxième point, c'est d'avoir une vision pédagogique. Donc, d'être vraiment... d'avoir cette vision-là, comment le contenu va être délivré aux apprenants et se mettre aussi au niveau de l'apprenant. Et pour l'équipe, être quelqu'un voilà, qui est tout neuf, qui n'a pas vu et qui va du coup avoir le recul nécessaire pour dire ok, ben là, je geste très bien ça comme ça c'est bien ça. Est-ce que tu penses que quand l'apprenant va le voir, il va avoir telle réaction? Donc, c'est vraiment avoir cette vision pédagogique. Le troisième point, c'est de proposer des process, en l'occurrence un process de conception et de déploiement, très important. Et dans ce projet-là, du coup, effectivement, il y en a eu, mais c'est en grande partie, finalement, les formateurs en tant que chefs de projet de leur session, d'animateurs, qui ont joué ce rôle. Et d'ailleurs, les outils digitaux nous ont beaucoup aidés, parce qu'en fait, comme on n'avait pas le contenu, on n'est pas certain d'avoir le contenu, on a mis en place des méthodes d'animation. Donc, on a utilisé le mind mapping, les roadmaps interactives. On a aussi utilisé un arbre de décision, ce qui fait qu'on n'était pas sûr du contenu, mais au moins, on savait que ça rentrerait, entre guillemets, dans les cases d'une méthodologie pour faire travailler les apprenants en séance. Le quatrième point, pour moi, c'est essentiel, c'est d'être réactif, anticiper les aléas, être limite un peu paranoïaque, vraiment être focus sur les détails, proposer des solutions, rester ouvert à toute suggestion, éviter à tout prix l'effet tunnel. Et le cinquième, qui est dans cette logique-là, c'est d'être vraiment partenaire de l'équipe, partenaire des formateurs, partenaire des ingénieurs pédagogiques, être à l'écoute, apporter un regard extérieur, et enfin créer une dynamique propice à l'échange, propice à l'émulation. Et tout à l'heure, Alexia parlait de la prise de risque. Et ben, dans une équipe, s'il n'y a pas cette émulation, et ben, on ne va pas pouvoir prendre de risques. Donc ça, c'est ma perception. Est-ce que de votre côté, vous voyez comment vous voyez les choses par rapport à la gestion de projet? Qu'est-ce qui vous paraît intéressant, essentiel? N'hésitez pas à rouvrir vos micros. Voilà, par rapport à votre vision de la gestion de projet de formation.
Moi, je propose. Il y a Christine qui dit créer un groupe projet métier formateur et le motiver aussi. Oui, tout à fait. C'est un vrai plus dans un projet formation. D'abord, c'est ce que disait Christophe, être partenaire des formateurs, c'est vraiment ça. C'est avoir le groupe projet dans le projet qui accompagne le pilotage et la conception, ou qui teste aussi, qui est très partie prenante. D'autres questions? Christophe, peut-être si tu veux finaliser le projet ou plus en effet peut-être le focus sur la gestion de projet. En fait, une dernière idée, c'est pour conclure, ce que je trouve intéressant en fait, de noter aujourd'hui dans la gestion de projet, c'est vraiment la différence entre la gestion de projet d'un projet en présentiel, tel que je vous l'ai décrit, hein, pour un projet assez spécifique, et la gestion de projet d'un projet digital. Là, en présentiel, on peut s'adapter en séance. Là, en l'occurrence, on a eu cette chance, entre guillemets, de pouvoir adapter en séance, ce qui n'est absolument pas le cas d'un projet en digital où il faut avoir tout prévu à l'avance. Il y a David, excuse-moi de te couper, Christophe, il y a David qui pose une question. Quelle place pour l'agilité? Oui, peut-être David, vous pouvez nous définir ce que vous entendez par l'agilité, du coup, parce que c'est vrai qu'on l'entend beaucoup et que c'est une capacité ou une compétence, mais c'est une vraie question. Quelle place pour l'agilité? Ce que disait Christophe, c'est comment on organise. Oui, la réactivité au quotidien, c'est ce qu'il a pu faire dans ce projet, hein, Christophe. Oui, c'est tout à fait ça, en fait. Hein. Pas toujours faisable. J'ai pas dit agilité, j'ai pas voulu employer le mot parce qu'effectivement, on a été agile, mais on n'a pas mené le projet d'une façon officiellement agile, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais effectivement, il y a eu, quand je parlais d'itération, c'était vraiment de se dire, bon, j'ai prévu 6 modules. Dans ces modules, j'ai prévu tel déroulé, et puis après, ça va changer. Donc après, il faut se dire, bon, voilà, qu'est-ce que je vais garder absolument, qu'est-ce que je vais pouvoir faire évoluer. Et on a été agile dans la mesure où, voilà, on a eu cette flexibilité. Et puis, on livrait des choses. On livrait des choses dans les modules, dans les 6 modules, je dirais, de manière agile. On commençait à faire quelque chose dans le module 1. Après, on avait du contenu qui concernait plutôt le 6, donc on le gardait pour le 6. Et puis, on faisait des allers-retours comme ça, tout en gardant, tout en essayant de garder la structure, le rail entre les modules intact, qui n'était pas forcément évident. Mais c'est en cela que c'est agile. Et que, de toute façon, il n'y avait pas d'autre choix. Hein. On avait 3 semaines à moins pour faire le contenu, donc il fallait être flexible. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Merci, Christophe. Merci. Et je propose donc de maintenant faire un focus sur un métier learning qu'on ne rencontre pas tous les jours et qui est malheureusement pas assez mis en avant, le designer graphique. Donc je vais laisser la parole à Emmanuelle, qui est consultante chez nous et qui pourra vous en parler bien plus en détail et qui est bien experte sur le sujet. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Je suis consultante en conception digital learning chez TKL et avec une petite spécialisation, comme tu as dit, dans le graphisme. Alors concrètement, en quoi consiste mon métier? Donc, comme Alexia, j'analyse le contenu des experts métiers, je le redécoupe en objectifs pédagogiques, puis j'écris diapositive par diapositive le contenu, donc ce qui correspond à l'écriture multimédia dont tu parlais tout à l'heure, Amélie. Et ma petite spécificité, comme je l'ai dit, donc c'est le design graphique. Et j'ai remarqué dans ma pratique que c'était souvent assez apprécié que j'ai cette double compétence parce que justement, je vais voir avec vous si vous partagez mon constat. J'ai remarqué que dans beaucoup de projets, il n'y avait pas de graphiste. C'est le premier poste qui disparaissait quand il n'y avait pas de temps ou de budget. Et pourtant, selon moi, bien sûr, c'est un poste essentiel. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez déjà ressenti le besoin de faire appel à un graphiste et vous n'avez pas pu? Est-ce que vous faites comme vous pouvez?
Et est-ce que vous avez déjà ressenti le manque d'un designer graphique, ou est-ce que vous avez vu des modules qui auraient eu besoin peut-être d'un lifting? Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voulez répondre. N'hésitez pas. Oui. Oui, moi, Emmanuel, pour répondre un petit peu en tant que consultante aussi dans ma dernière mission, c'est vrai que ce poste était un petit peu manquant et c'est vrai qu'on a toujours des délais de conception et au final, ces délais de conception, malheureusement, ne prennent souvent pas en compte ces délais de design graphique. Et donc, effectivement, quand on a cette compétence en interne, les délais sont souvent plus courts, mais quand il faut faire appel à un prestataire, on se rend compte que les délais forcément augmentent et les délais de conception augmentent aussi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui manque dans beaucoup d'entreprises et sur lesquelles il faudrait vraiment être vigilant parce que c'est vraiment une valeur ajoutée au module créé. L'ingénierie pédagogique est très importante, la conception et cette valeur ajoutée qu'est le graphisme est vraiment parfois la clé de la réussite Ah oui, d'un moi module. j'ai remarqué souvent l'effet qu'on appelle waouh. L'effet waouh, c'était c'était central dans la satisfaction client, alors que pourtant la pédagogie, la conception était très qualitative. Oui, En Donc, fait, oui. oui, ce qu'on je remarque filme. chez nos clients, c'est effectivement qu'il y a, en fait, ces deux métiers différents que toi, tu as ces deux casquettes-là, Emmanuel. Mais c'est évident que quand au départ, on cherche un ingénieur pédagogique ou un concepteur qui va pouvoir écrire de manière pédagogique un module, on s'attend pas toujours à ce qu'ils, enfin, soit on s'attend trop à ce qu'ils soient en capacité de justement faire à la fois l'ingénierie pédagogique, mais aussi un design d'écran qui soit digne d'un graphiste. Soit on prend un graphiste qui n'a pas cette compétence et cette vision de l'ingénierie pédagogique. Et c'est assez rare d'avoir les deux. Donc c'est vrai que dans les équipes de digital learning, ça manque assez souvent, ce qu'on remarque. Et c'est pour ça que il y a des personnes comme Emmanuel qui sont en capacité d'intégrer des équipes pour les monter en compétence sur ces sujets-là, parce que ça devient de plus en plus important, tellement il y a eu de modules créés qui ne sont pas à la hauteur de l'engagement des apprenants, en fait, qui s'attendent à avoir quelque chose de plus engageant, plus chouette. Et on peut aller même plus loin, on peut parler de la marque formateur. C'est important quand vous développez une université e-learning d'avoir une espèce de cohésion graphique, quelque chose qui est engageant, et ça participe à la légitimité de la marque formateur que vous développez. Et pour illustrer mon propos, je vous propose 2 slides avant-après. C'est juste en dessous. J'attends que ça s'affiche. Donc, pour illustrer mon propos, je vous ai pris 2 slides sur lesquels j'ai travaillé pendant mon expérience. 2 slides avant et après graphisme. Donc la première, on peut voir que la charte graphique totale de la coquille n'a pas été retravaillée par un graphiste. Donc vous voyez, il y a de la photo, il y a des pictos, il y a des dégradés qui ne sont plus très à la mode, entre guillemets. Il y a un manque de visibilité, etc. Sur la deuxième slide, vous voyez, c'est beaucoup plus homogène. Tous les visuels sont entourés de la même chose, etc. Et ça donne beaucoup plus envie d'y aller. Et sur la deuxième slide, là, c'est pas la coquille storyline, c'est vraiment le design de l'information. Par exemple, sur la première slide, il s'agissait de comparer 2 rapports et il faut vraiment faire un effort pour comprendre, ah oui, donc ça plus ça, il faut que je les compare. Puis après, il y a 2 chemins, donc d'accord. Et il y a plus de texte. Et sur la deuxième slide, on dit exactement les mêmes choses, mais de façon visuelle, on comprend en un coup d'œil où on va. Et ça, c'est très important. Et si je devais choisir une citation, ce serait celle de Saint-Exupéry, qui disait que la perfection est atteinte quand il n'y a pas, non pas quand il n'y a rien à ajouter, mais quand il n'y a rien à retrancher. Il faut vraiment faire le travail quand on fait un design d'écran, je pense, d'épurer au maximum le message. Et comme on a dit, c'est souvent un critère sous-évalué de la satisfaction client. Et c'est bien dommage parce que c'est le point de contact vraiment entre tout ce qui a été fait avant et l'apprenant. Donc, quand c'est pas satisfaisant, ça peut discréditer malheureusement de façon assez importante le travail.
Et ça, c'est à travailler. Et d'ailleurs, le design d'écran, c'est un domaine très transverse. Donc, même quand vous avez un concepteur qui va être un peu graphiste, etc., il faut savoir que c'est un domaine tellement vaste qui s'appuie sur beaucoup de choses que c'est tout sans arrêt perfectible. Si tu vas sur la slide suivante, Elodie. Voilà, donc par exemple, c'est juste une proposition, mais le design d'écran, il peut s'appuyer donc d'abord sur le graphisme, c'est vrai, mais aussi sur l'audiovisuel, si on part dans du film, etc. Sur l'ergonomie des interfaces web, parce que c'est une interface web, donc l'UX/UI. Ça peut aussi s'appuyer sur les principes de Mayer, qui est quelqu'un qui a théorisé l'apprentissage multimédia, donc c'est ce qu'on fait en e-learning. Voilà, on peut aussi s'appuyer sur les infographies, les processus d'idéation, de représentation, etc. Et ainsi de suite. Donc c'est un univers vaste, c'est sans fin, et voilà, ça peut faire mûrir le projet. Et d'ailleurs, pour se projeter un peu plus dans ton univers et celui du learning et cette spécificité-là, tu peux nous partager une de tes dernières expériences? Il me semble que c'était dans un grand groupe hôtelier. Tout à fait. Oui, je vais vous parler de ma dernière mission pour un groupe hôtelier. Et la mission, il s'agissait de former le personnel hôtelier du monde entier au nouveau programme de fidélité. Donc, il fallait lancer une Digital Learning Factory avec donc une espèce aussi de marque formateur avec quelque chose de cohérent. On était une équipe de 5 consultants et on a produit pendant un an 48 modules e-learning traduits dans 11 langues pour un peu plus de 48 000 personnes qui se sont connectées depuis. Donc, là, la problématique qu'on a eue, c'est, comme je disais plus haut, malgré qu'on ait des concepteurs avec des niveaux différents ou des clients qui vont après devoir prendre en main facilement le résultat, il fallait créer une charte graphique homogène, simple et déclinable pour tous les sujets qu'on allait aborder. Donc ça, c'est vraiment la problématique à laquelle on a été confronté. Donc si tu descends un peu plus, je vais vous... Voilà, donc là, oui, c'est le contexte et la problématique. Il fallait donc prendre en main la charte. Et du coup, je vais te demander d'avancer encore un peu. Donc, ce que je viens de vous décrire, c'est qu'il fallait donc une charte graphique qui soit simple, déjà paramétrée et facilement prise en main. Une petite méthodologie, si jamais vous avez à faire ça, que vous n'êtes pas graphiste, c'est ce qu'il faut faire, c'est qu'on a pris la charte graphique du client, on n'est pas parti de nulle part, on a isolé les grands principes de cette charte et on les a appliqués. Donc, sur les écrans suivants, vous pourrez voir qu'on est encore dans le même contexte. Donc, il y a la police de caractère. Est-ce que je peux te demander de redescendre encore, Elodie? Donc voilà, c'était le rendu de nos modules. Vous pouvez voir 4 écrans différents. Un écran d'accueil, l'écran de menu, l'écran d'objectifs pédagogiques, de quiz. Donc on a récupéré les couleurs, les formes, les principes d'illustration, les typographies, etc. Alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, elle est cohérente avec la marque globale du groupe et bien sûr, du coup, on sait dans quel univers on se situe et ça donne de la légitimité. Est-ce que tu peux avancer encore? Donc, pour que tout le monde puisse prendre en main, entre guillemets, facilement, ou en tout cas que tout le monde parle le même langage visuel, on a créé une charte fonctionnelle. Et du coup, ça, c'est très important aussi si vous êtes confronté à ça, c'est de choisir un design pour tout ce qui va être élément cliquable, choisir un design pour un balisage de quiz et de questions ou quelque chose qui doit être un peu mis en surbrillance. On a choisi une famille de pictogrammes toujours uniques avec des formes pleines et pas au trait, comme vous pouvez voir en dessous. Et on a choisi une police de caractère, là, qui ne rend pas, mais voilà, avec toujours aussi un principe, c'est de mettre la police qui sera fantaisiste en titre et la police simple en texte, parce que aussi l'important, c'est la lisibilité de votre contenu. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier en graphisme. Et ensuite, on a tiré le meilleur parti des outils en ligne avec Beyond et les pictogrammes gratuits sur Internet, et pour que chaque personne puisse prendre en main facilement, créer ses propres illustrations. Et ça aussi, il faut à tout prix vous faciliter la vie. Si vous n'avez pas de ressources graphiques, il faut aller chercher les licences là où c'est intéressant, utiliser même les outils par défaut de Storyline. Et enfin, la dernière partie, donc, c'est la création d'un template. On a mis dedans toutes les meilleures slides créées par tous les consultants. Et ça nous a permis après d'avoir, comme quand on crée un site web avec des pages pré-paramétrées, d'avoir des slides pré-paramétrés
pour quand une nouvelle recrue arrivait, qu'il fallait l'intégrer rapidement, qu'elle puisse produire facilement, pour que le client plus tard crée ses propres contenus et qu'il soit quand même dans la charte et qu'il soit guidé avec aussi des exemples de mise en forme. Voilà. Je crois qu'on arrive au bout. Donc, si vous avez des questions, N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions jusque-là sur les différents métiers et projets abordés ou justement le métier présenté par Emmanuel et son projet. Et d'ailleurs, pour refaire un point avec Alexia, on a aussi uniformisé les contenus et l'écriture et la rédaction. Et ça, on peut aller très loin dans l'homogénéisation des contenus, et c'est ce qu'on a fait. Mais là, vraiment, mon point, c'était le design graphique. Donc, voilà. Des questions? Je ne sais pas, Amélie, s'il y a des questions qui s'affichent dans le chat. Non, moi, je vois pas. J'ai accès à la conversation. Moi, ce que je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais, Emmanuel, c'est que justement, ce qu'on voit souvent chez nos clients, c'est ils balancent entre la volonté justement de produire vite un certain nombre de contenus, d'homogénéiser, puisqu'il faut que ce soit marketé, que ça corresponde à une manière homogène d'aborder les choses. Et en même temps, ils craignent le too much homogénéisation, d'avoir un certain nombre de modules que doivent suivre les apprenants d'un même métier, par exemple, et qui se retrouvent à suivre 20 modules dans l'année qui sont un peu pareils. Donc, il y a un grand débat autour de ça et beaucoup de questionnements sur comment à la fois homogénéiser la production, mais en gardant une personnalisation de chaque module. Et c'est ça tout le challenge. Hein. Oui, alors nous, pour le coup, chaque module était différent. Il n'y a pas eu une seule slide pareille. Et moi, je pense que l'uniformisation, dans nos cas, ça a permis aussi d'éviter les frictions utilisateurs. C'est ce qu'on appelle quand l'utilisateur doit se poser des questions pour entrer dans le contenu. Alors, où je clique, où est-ce que je vais? C'est ce qu'on appelle des frictions. Et malheureusement, c'est plutôt à éviter. Donc, je pense que la charte graphique, c'est à respecter. Et après, de toute façon, avec Vision, on avait un large choix d'illustrations. Et le retravail des éléments aussi, ça permettait de proposer des métaphores visuelles qui étaient sans arrêt, qui n'étaient jamais pareilles d'un sujet à l'autre. Ça ne pouvait pas être autrement. Donc, je pense qu'on peut aussi, ça laisse libre cours à la créativité aussi de respecter certaines règles et d'avoir des rails, finalement. Oui, il y a Salimo Dram qui dit « Je pense que tous ces éléments améliorent la compréhension d'une formation et favorisent la mémorisation. » C'est ce qu'on pense aussi. Oui, moins il y a de friction et plus l'attention de l'apprenant va être focalisée sur ce qui importe, à savoir le contenu en fait, et le message. C'est toujours au service du message. Je vous propose maintenant, autour de Marion, et là on va faire plus un focus, on est toujours aussi dans l'ingénierie pédagogique, mais on va cibler plus sur l'accompagnement au changement. Marion, je te laisse la parole. Merci Elodie. Bonjour à tous, je m'appelle Marion. Je travaille chez DKL Consulting en tant que consultante, principalement en ingénierie pédagogique et en accompagnement du changement. Et au-delà de ce métier de consultante que j'exerce maintenant depuis une dizaine d'années, je suis aussi psychologue et ma passion du coup va s'étendre de tout ce qui touche à la compréhension de l'esprit humain et la manière dont on apprend, jusqu'à la manière dont on peut faire évoluer tous les acteurs de la formation pour rendre celle-ci plus efficace. Alors, je suis aussi passée pendant 1 an et demi dans une université de formation, donc en interne chez les clients, et ça m'a permis de toucher du doigt de manière beaucoup plus proche les enjeux politiques internes aussi, qu'on voit peut-être moins quand on est consultant extérieur. Alors, j'ai une devise moi aussi, c'est que pour accompagner le changement dans le milieu de la formation, tout part des objectifs et tout s'adapte aux contraintes. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant de mutualiser, de parler en même temps de formation et de conduite du changement. Mais pour moi, c'est étonnant de ne pas le faire, puisque qu'est-ce que la formation si ce n'est un gros changement de compétences? Donc généralement, j'aime bien accompagner les deux, parce qu'on peut voir souvent que certains acteurs de la formation peuvent être en réticence pour s'adapter aux évolutions qu'exige notre milieu. Et si cette réticence n'est pas gérée avec la conduite du changement, ça peut provoquer des gros freins, notamment sur la culturation digitale, notamment sur les différences de posture de rôle. Et ça peut ensuite avoir un effet moins positif sur les projets à développer. Et qu'est-ce que tu as pu mettre, toujours en faisant référence à un projet, qu'est-ce que tu as pu mettre en place dernièrement? Alors,
j'ai réalisé pour un groupe français industriel du secteur automobile un accompagnement à l'ingénierie pour refondre un séminaire d'intégration de 5 jours et pour accompagner sur la conduite du changement les acteurs, donc les chargés de formation autour de ce projet-là. Donc à savoir que c'était à destination de l'ensemble des collaborateurs, donc une formation à enjeu très très fort, une formation historique qui avait été créée il y a un certain temps par le groupe de chargés de formation que j'avais en face de moi. Le contenu était presque sacralisé, il fallait pas y toucher. À savoir que ça avait été créé dans un esprit vraiment expert, avec une posture d'expert. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est une formation qui durait très longtemps, donc c'était sur 5 jours. Et tous les sujets étaient traités de A à Z, et du coup, sans forcément de priorisation. Donc, la conséquence de ça, c'était que cette formation très technique était très longue. Les participants étaient noyés sous une masse d'informations et avaient des difficultés à sélectionner finalement les contenus qui leur paraissaient utiles pour ensuite profiter de cette intégration pour acquérir la connaissance et la compétence qui leur permettaient de rentrer dans leur travail plus facilement. Alors bon, comme vous imaginez, cette formation était assez indigeste et le but en fait c'était de repenser ce séminaire afin de rendre les informations transmises, notamment en termes de process, d'histoire, plus digestes, plus faciles à assimiler pour les participants et pour optimiser tout ça et le rendre plus efficace. Alors du coup, comme il y avait une forme de résistance de la part des chargés de formation sur lesquels on avait demandé finalement de revoir cette formation à plusieurs reprises pendant des années, sans succès, moi j'ai justement apporté cette approche de conduite du changement via la mise en place d'ateliers avec les chargés de formation pour les faire réfléchir à la posture qu'ils pouvaient avoir et pour les aider à passer d'une posture experte et technique sur le sujet à une posture plus orientée vers la pédagogie et plus orientée vers l'innovation pédagogique. Ça s'est plutôt bien passé, on a mis en place plusieurs ateliers et progressivement, les postures des chargés de formation ont effectivement évolué jusqu'à ce que ce soit tellement intégré que ce soit eux qui en face d'autres interlocuteurs internes leur rappellent ces messages primordiaux qui sont qu'il faut qu'on parte de l'objectif, qu'il faut de l'interaction, qu'il faut prioriser son contenu pour ne pas tout dire, mais pour au contraire choisir le bon contenu qui va être utile pour l'apprenant. C'était un vrai changement de mentalité et il y a eu beaucoup d'étapes, vous l'imaginez, pour arriver à ça, mais finalement on y est arrivé et avec beaucoup de satisfaction aussi de mon côté de voir l'évolution de posture. Ce qui a changé par rapport au séminaire d'intégration, c'est qu'on est passé d'un séminaire de 5 jours à un séminaire de 2 jours en présentiel avec une grosse partie qui avait été traitée, donc évacuée en amont du présentiel via le e-learning. Une structure pédagogique qui a été complètement revue en partant des objectifs, notamment avec la taxonomie de Bloom, avec un contenu priorisé avec les experts et un fil rouge ludique ajouté pour faire en sorte d'accentuer tout ce qui est appropriation pour les participants. Au final, les experts ont réussi à prendre ce virage de la nouvelle posture pédagogique et des principes clés. Ce projet est toujours en cours, puisque bien que nous ayons réussi la première phase du projet, les récents événements sur le confinement nous ont permis de repenser ce projet avec une alternative qui va être plus en distanciel. Donc ça, ce sera la prochaine étape, mais toujours en partant des principes pédagogiques sur lesquels on est arrivé suite à ces ateliers de conduite du changement. Très bien. Et je crois qu'il me semble que tu avais justement une question... Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que comme de mon expérience, peu de clients réfléchissent à cette approche conduite du changement sur leur projet de formation ou sur leur équipe formation, je voulais un peu vous interroger sur le sujet, savoir si c'est un sujet que vous avez déjà envisagé, que vous avez déjà peut-être mis en place pour vos équipes, pour évoluer sur leur métier, ou sur certains projets de formation. Donc n'hésitez pas à couper vos micros si vous voulez partager peut-être une expérience. Ou peut-être pour plus rentrer dans le détail, il me semblait qu'il y avait peut-être une autre question. Tout à fait. Tout à fait. Oui.
Donc, il y a une autre question aussi que je voulais partager avec vous, c'était est-ce qu'il vous arrive d'avoir dans vos équipes des experts qui s'occupent des formations et qui ont peut-être des difficultés à savoir comment prioriser leur contenu, à comment faire en sorte de distinguer les objectifs pédagogiques plus finement pour pouvoir créer une formation qui va être plus impactante, plus efficace, et pas une formation entre guillemets fourre-tout où tout est abordé, mais du coup l'apprenant est rapidement noyé dans toute cette information. Est-ce que vous avez, vous, dans vos équipes peut-être, ou avec les gens avec lesquels vous travaillez, ces experts-là, qui connaissent ces difficultés? Bon, eh ben, je vous propose, après ces présentations, et merci à vous quatre d'être rentrés aussi plus dans le sujet pour découvrir vos métiers, parce que c'est vrai que comme l'expliquait au départ Amélie, hein, il y a des terminologies aussi différentes, mais voilà, ça nous a permis de faire un focus globalement sur les métiers learning que TKL Consulting met à disposition, hein, pour vos directions de formation d'université, entreprise et RH. Moi, je vous propose un temps d'échange, comme on pourrait le faire lors d'un entretien ou d'une rencontre. Est-ce que vous avez des questions, même en dehors, hein, de ce qu'on a pu présenter? Pas de questions dans le chat? Non. Bon, eh ben, très bien. N'hésitez pas. Moi, ce que je vous... Commentaires, hein. Pardon? Je Ou des disais des commentaires. questions ou des commentaires. Oui, oui, oui. On est flexible, donc il n'y a pas de problème des commentaires. Ce que je vous propose également, c'est si vous souhaitez avoir plus d'informations, bien évidemment, on peut vous proposer un one-to-one. Si vous le souhaitez, ou découvrir un autre métier. Voilà, si vous avez des questions qui vous viennent entre-temps, ce que je ferai, c'est que je vous adresserai à chacun un petit mail post, disons, rencontre. Vous pourrez même revisionner la vidéo sur notre chaîne YouTube et sur notre site. Je la mettrai bien évidemment dans le mail. Voilà, donc on vous a noté les contacts si besoin. J'espère en tout cas que ce nouveau format vous a plu et on espère pouvoir le réitérer et vous présenter encore d'autres projets et d'autres métiers learning. Est-ce que vous aviez peut-être... On a des remerciements. Merci. Très bien. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.